Dupuis. Et là, bonjour à vous. Bonjour. Et merci de nous rejoindre dans le Grand Journal. Emmanuel Dupuis, hier, Benyamin Netanyahou a annoncé que l'armée israélienne se maintiendrait sur le versant syrien du mont Hermon, sur le Golan, côté syrien. Donc, en attendant de trouver un accord avec les nouvelles autorités à Damas, la veille, le nouvel homme fort de la Syrie, le chef du mouvement islamiste HTC, Abu Mohamed al-Joulani, déclarait que la Syrie ne sera pas utilisée à l'avenir comme une rampe de lancement pour mener des attaques contre le territoire israélien. Il a également ajouté qu'il entendait respecter l'accord de 1974, signé après la guerre du Kippour, établissement une zone tampon démilitarisée du côté syrien de la frontière entre les deux pays. Emmanuel Dupuis, est-ce que les deux capitales pourraient être amenées à discuter dans les semaines et les mois à venir? Oui, très certainement. Les deux capitales sont amenés à discuter. Les nouvelles autorités syriennes discutent avec quasi toute la planète. Une délégation britannique il y a quelques jours, une délégation française qui a suivi, une délégation allemande qui lui succède. Et on le sait, les autorités russes, même les autorités iraniennes, ont commencé à discuter pour essayer de maintenir leurs acquis dans la région. HTC qui appelle d'ailleurs les pays occidentaux à retirer l'organisation de la liste des mouvements terroristes. Et il l'a demandé aux États-Unis, notamment, puisque c'est eux-mêmes qui les avaient ajoutés à cette liste. Donc il y a sans doute un peu de pragmatisme, un peu de réel politique. Benyamin Netanyahou, qui s'est rendu sur le plateau du Golan, a réaffirmé la souveraineté, en tout cas sa perception de la souveraineté, qui n'est pas celle du droit international, et de résolution, allant à l'encontre de résolutions onusiennes, en allant un petit peu plus loin, en décidant de rendre la chose définitive. Ce sont les mots qu'il a employés en disant que le Golan était irrémédiablement israélien depuis l'annexion en 1967, enfin la récupération militaire en 67, la victoire militaire en 67 et l'annexion en 1981. Et le mont Hermon, comme vous l'avez dit, répond à une donnée stratégique pour essayer évidemment de protéger les forces israéliennes sur ce même plateau du Golan. Il y a néanmoins une autre réalité, ce sont celles des Druzes, puisque le principal chef du parti de Druze, William Wahab, a appelé à ce qu'il y ait une non-réponse militaire syrienne. On se souvient qu'il y a quelques heures, Abu Mohamed al-Joulani a évoqué le fait que les Américains devaient faire pression sur Israël et son Premier ministre Benjamin Netanyahou pour retirer ses troupes du territoire syrien. Alors, le territoire du Golan historiquement, mais aussi la zone tampon que les forces d'Israël ont occupée. Donc peut-être qu'il y a là une matière à négociation, on l'a vu. Alors que les Kurdes espèrent que les États-Unis ne se retirent pas du nord de la Syrie face aux menaces d'invasion turque. Oui, bien sûr qu'ils ont intérêt à ce que les Américains évoquent cette pérennité de la présence militaire américaine dans la région et accessoirement puissent protéger leurs propres intérêts. Mais encore une fois, la raison est une chose et la réelle politique en est une autre, ou le pragmatisme stratégique en est une autre. En tout cas, il y a cette réalité d'une partie de la communauté druze qui appelle non seulement à ce qu'il n'y ait plus de combat entre Israéliens et Syriens, mais qu'il y ait une certaine forme d'acceptation d'un partenariat, en tout cas de ce parti, du parti Al-Jouhid avec Israël. Alors je le disais en ouverture, al-Joulani a expliqué lundi que le territoire syrien ne serait plus utilisé comme une rampe de lancement à l'avenir pour mener des attaques contre Israël. Le message d'al-Joulani vise évidemment notamment l'Iran. Est-ce que ça signifie, selon vous Emmanuel Dupuis, que les conseillers des gardiens de la Révolution ou les miliciens chiites venus ces dernières années du Liban, d'Irak ou encore d'Afghanistan ne pourront plus continuer leurs activités en Syrie au service de l'agenda stratégique de la République islamique d'Iran? Oui, il y a une forme de tolérance des autorités iraniennes, d'une certaine manière, en tout cas des gardiens de la révolution, des Pasdaran, dans la nouvelle configuration géopolitique liée donc à la prise de pouvoir. Il y a encore, de manière très très fraîche, de Hayat Tahrir al-Sham, il y a sans doute de la volonté de la part d'al-Joulani d'être pragmatique et évidemment il va sans doute mettre une pression supplémentaire sur ceux avec qui ils discutent pour que les Iraniens ne développent pas l'idée selon laquelle il faille utiliser la Syrie comme ça a été précédemment le cas. Alors avec aussi une autre déclinaison, c'est celle de la livraison d'armes, du transit d'armes venant de la Syrie à travers la plaine de la Bekaa vers le Hezbollah.
Et ça, évidemment, c'est sans doute là où les Américains seront très insistants avec les nouvelles autorités pour que cela ne puisse pas être le cas, d'autant plus que l'accord donc de paix et de cessez-le-feu qui maintenant rentre dans son deuxième mois, enfin pratiquement dans son deuxième mois entre Israël et le Liban concernant la frontière du sud Liban, précisait qu'il fallait éradiquer les livraisons d'armes entre la Syrie et le Liban pour essayer d'étouffer, d'assoiffer d'une certaine manière, d'éradiquer ces livraisons d'armes auprès du Hezbollah. Au profit du Hezbollah. Qu'en est-il de la Turquie, Emmanuel Dupuis est-ce que de la Turquie, pardon, je voudrais parler de la Russie avant. Est-ce que Moscou peut obtenir le maintien de ses bases militaires en Syrie, à savoir la base aérienne de Khmeimim et la base navale de Tartous, capitale pour le déploiement russe à la fois en Méditerranée mais aussi en Afrique? Alors c'est déjà le cas. La base aérienne de Khmeimim et la base aérienne de Khmeimim, je vais y arriver, et la base navale de Tartous font déjà l'objet d'une négociation. Une négociation qui a déjà commencé puisque les troupes russes avaient commencé à se redéployer et à être moins présents, en tout cas dans un moindre nombre. Donc il y a déjà une négociation qui s'est déroulée bien avant le départ de Bachar al-Assad, les Russes estimant qu'il fallait réduire la voilure, si on peut s'exprimer ainsi. Les négociations sont en cours pour le maintien d'une présence minimale, d'autant plus importante que les Chinois pourraient là aussi revenir un peu plus massivement présents et accessoirement utiliser ces bases. Utiliser ces bases qui donc permettraient de montrer que le nouveau régime veut dialoguer à 360 degrés, c'est-à-dire avec tout le monde. Et autant en donnant des gages à l'Occident, alors djihadiste un jour, djihadiste toujours, pourrait-on dire. Est-ce que Abu Mohamed al-Joulani, qui est passé maître dans la tekfiya et dans le camouflage, passant d'Al-Qaïda à Daesh, Daesh Al-Qaïda, du Front al-Nosra au HTC, HTS, ça reste à voir. En tout cas, pour l'instant, il y a une forme d'euphorie avec l'ouverture d'ambassades. La France a réouvert son ambassade avec le déplacement ô combien symbolique de Jean-François Guillaume, l'envoyé spécial de la France pour la Syrie, aux côtés de Jean-Noël Barrot. Les États-Unis ne sont pas encore prêts à le faire. En tout cas, il y a la volonté de la part de la nouvelle équipe Trump avec Massad Boulos, le gendre du président Trump, et son autre beau-frère, Jared Kushner, qui vont incarner la nouvelle politique étrangère américaine, enfin la politique étrangère vers le Moyen-Orient, d'arriver, en tout cas pour essayer de pacifier ou de stabiliser la Syrie, parce qu'il y a aussi des enjeux économiques. On le sait, un gazoduc qui relie le Qatar en passant par l'Irak, puis par la Syrie, et puis bien évidemment la volonté de la part de l'Iran de ne pas totalement perdre pied dans cette région ô combien stratégique pour son accès à la Méditerranée. Une dernière question, Emmanuel Dupuis. On connaît les liens entre la Turquie et l'armée syrienne, mais aussi plus discrètement et moins revendiqués avec le groupe HTC au pouvoir, donc le groupe d'Al-Joulani. Est-ce que la Syrie va passer sous influence turque néo-ottomane dans les années à venir? Elle l'est déjà depuis de nombreuses années. Premièrement, on sait que le front al-Nosra et que ce qui est devenu le front al-Nosra, ceux qui sont désormais au pouvoir à Damas, ont entretenu des relations avec les services de renseignement turcs. Mais c'était concentré dans le nord de la Syrie, jusque-là. Oui, bien sûr. Mais en même temps, il est dans l'intérêt du président Recep Tayyip Erdogan de faire cette pénétration comme il l'a fait en terre alawite. C'est désormais une réalité. Il reste désormais à s'occuper des forces démocratiques syriennes et des unités de protection du peuple, du YPG. Et donc, il est en train de le faire. À l'heure où nous parlons, il y a encore des bombardements. Et les seuls combats qui ont lieu, ce n'est pas contre ceux qui sont désormais au pouvoir à Damas, mais bien évidemment contre les Kurdes qui se battent pour leur indépendance, la protection des djihadistes qui sont embastillés depuis 2014-2015, et évidemment avec l'idée selon laquelle la Turquie voit se réaffirmer ce qui était son empire ottoman, ou en tout cas, si on l'en croit, un discours que Recep Tayyip Erdogan a prononcé quelques jours, une sorte de retour de l'histoire, de retour de son histoire, en remettant en cause le protectorat franco-britannique de Sykes-Picot en 1916, et en remettant en cause la manière dont l'Empire ottoman, selon les dires du Raïs Erdogan, qui ont vocation à revenir
à ce qu'était la situation hantée 1920 et le traité de Sèvres en 1920 et le traité de la conférence de Lausanne en 1923. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. On peut réécouter cet échange sur radioj.fr et en vidéo sur notre